La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Stéphane, votre invité, le chef économiste de Coface. Avec Del Sol Avocat. Del Sol Avocat, donnez toutes les chances à votre entreprise. Bonjour Jean-Christophe Café. Bonjour Stéphane. Bienvenue sur Radio Classique. L'instabilité est la nouvelle norme à la fois sur le plan économique, géopolitique et réglementaire. Comment est-ce qu'on construit des prévisions annuelles dans un environnement aussi instable ? Alors ça n'a jamais été simple de faire des prévisions, mais c'est vrai que dans le contexte actuel, ça l'est d'autant plus. On fait des hypothèses, mais ces hypothèses ne sont pas nécessairement vérifiées compte tenu de l'incertitude actuelle. Donc du coup, on fait des scénarios pour éviter d'être, surpris par un événement. Faut rester agile. Et après, notre métier, si vous voulez, c'est d'identifier les signaux faibles et forts qui nous orientent d'un scénario A à un scénario B, voire un scénario C à un scénario D. Cas d'école, si je puis dire. Dans notre scénario central, aujourd'hui, on a intégré des prévisions de pétrole et d'énergie, d'une manière générale, de prix des matières premières relativement faibles. Mais évidemment, si les États-Unis devaient intervenir en Iran, que la production iranienne devait sortir du marché ou le détroit d'Ormuz être bloqué, ça aurait des incidences sur les prix de l'énergie, aussi des engrais, ce que les gens savent peut-être un peu moins, et donc des répercussions sur le marché, sur les prix, à la consommation, sur l'inflation, sur les taux d'intérêt et in fine sur les sinistres. Alors vous allez vous frotter à l'exercice dans quelques jours, vous allez présenter la semaine prochaine vos prévisions 2026. Comment est-ce que vous anticipez cette année ? Alors déjà, peut-être un mot sur 2025. 2025 a plutôt surpris l'ensemble des observateurs par la résilience de la croissance économique mondiale. Alors on arrive à l'expliquer a posteriori. La principale raison, à mon sens, c'est que le choc sur l'économie mondiale a finalement été moins fort que les incertitudes qui l'ont précédé, notamment en matière tarifaire, puisque TACO, si je puis dire. Donald Trump finit toujours par céder ? Voilà, pas complètement, mais en tout cas au moins partiellement. Ouais. On a aussi eu pas mal de baisse des taux des banques centrales, plus de 1800 points de base de baisse des taux au cours des 18 derniers mois, c'est colossal, ça a soutenu le cycle. On a eu aussi la baisse du dollar qui est toujours favorable aux pays émergents, on a d'une manière générale un policy mix, politique monétaire et politique budgétaire qui reste aussi porteur. Alors pour 2026, ces forces devraient continuer de jouer, donc on s'attend nous à une stabilisation de l'économie mondiale si on enlève la Chine, pour lesquels on a quelques doutes sur la sincérité des chiffres, si je puis dire. Si on intègre la Chine dans notre panorama mondial, on est sur un léger ralentissement de la croissance économique mondiale, avec, à part la Chine, une stabilisation dans les principales zones de croissance, États-Unis et Europe. Quel est le principal risque macroéconomique selon vous ? Je pense notamment à l'intelligence artificielle. Est-ce qu'il y a une bulle ? Est-ce qu'il y a un risque de correction ? Alors c'est la grande question actuellement, bulle ou pas bulle. Nous on a une conviction, si vous voulez, c'est que le marché devrait se consolider. On le voit, on peut avoir quand même quelques doutes sur les niveaux de valorisation atteints par de nombreuses entreprises, en particulier celles qui ne dégagent pas de bénéfices, sur la rentabilité des investissements annoncés, colossaux. Je crois qu'on est à plus de 650 milliards de dollars annoncés par Big Tech sur cette année. Et puis aussi des risques liés au degré de consanguinité du secteur. On a tous en tête évidemment les prises de participation d'NVIDIA dans OpenAI qui s'est engagé à acheter des puces NVIDIA, etc. etc. Si je devais citer une raison pour laquelle on pense que derrière ce diagnostic de consolidation à venir, ce sont les effets de réseau, si vous voulez. L'innovation, la tech en particulier, ça fonctionne comme ça, on investit tous azimuts dans de nombreuses entreprises, on suit de nombreuses pistes, mais toutes ne s'avèrent pas fructueuses in fine. Et donc, il y a des dommages collatéraux à la fin. Hier, 1300 chefs d'entreprise réunis au sommet européen de l'industrie ont lancé un cri d'alarme sans précédent face à la concurrence chinoise. Ils disent « l'équation économique est devenue impossible ». Est-ce que vous avez le sentiment que l'Europe est condamnée au déclin ? Il y a deux mots dans votre question. Il y a déclin et condamné. Déclin, je pense que difficile de ne pas acquiescer. Condamné, non. On peut encore corriger le tir. On peut encore corriger le tir. Par contre, il faut le faire vite. C'est un peu le sens, si vous voulez, de la communication autour du rapport Draghi l'an dernier, dont sur le plan du diagnostic, il n'y a pas eu de grand-chose de nouveau, si vous voulez. Pour l'instant, il n'a pas servi à grand-chose. Voilà. Aujourd'hui, ce qui est un peu inquiétant, c'est le taux de complétion de la médication Draghi, proposée dans le cadre des rapports Draghi et l'État, et pas que Draghi d'ailleurs. On est à 10-12% d'exécution, alors que le rapport a été rendu il y a 18 mois. Ce rythme-là, il va falloir une demi-douzaine d'années pour arriver à 50% d'exécution. Donc oui, il y a urgence. Vous dites qu'il faut agir vite. Le Haut Commissariat au Plan suggérait il y a quelques jours d'instaurer des droits de douane de 30% pour se protéger de la concurrence chinoise. Est-ce que c'est une bonne idée de reprendre finalement les recettes de Donald Trump ? Alors, votre question est piégeuse. Vous trouverez difficilement un économiste qui se fera l'avocat de la protection douanière, à part peut-être à Washington, et encore.
Dans le contexte actuel, encore une fois, compte tenu du rouleau compresseur chinois, hein, c'est l'expression consacrée, oui, relever les droits de douane de 30%, ça relève d'une forme de médecine de guerre, mais qui, compte tenu de l'hémorragie actuelle, peut se justifier. Maintenant, c'est pas forcément la panacée, c'est même pas du tout la panacée, puisque ce qu'il faut faire derrière, c'est ce que préconisait Draghi, hein, c'est-à-dire l'union des marchés de capitaux, de la simplification, des investissements massifs, des soutiens sectoriels spécifiques, en particulier au numérique, et j'en passe. Donc c'est uniquement une mesure d'urgence à court terme. C'est une mesure d'urgence, un peu comme un garrot, si vous voulez, pour endiguer l'hémorragie, puisque le secteur manufacturier européen, encore une fois, est confronté à une concurrence chinoise de plus en plus forte. Les 30% ne viennent pas de nulle part, d'ailleurs. Hein. Quand vous regardez les chiffres, on a un creusement des différentiels de compétitivité depuis la crise énergétique de 2022 qui est de 30 points face à la Chine. Coface est spécialisé dans le risque crédit. Est-ce que l'environnement actuel, l'instabilité, la guerre commerciale, la recomposition du monde, vous ont conduit à revoir vos modèles? Est-ce que vous analysez le monde d'aujourd'hui avec les mêmes grilles de lecture d'il y a quelques années? Non, ce serait une erreur. La plupart des modèles, d'ailleurs, alors il faut toujours les prendre avec grain of salt, comme on dit en bon français, avec un peu de recul. Beaucoup de comportements des agents privés ont été modifiés par la succession d'événements ces dernières années. Hein, le comportement d'investissement des entreprises, d'épargne et de consommation des ménages, compte tenu de l'ensemble de ces incertitudes, même si les chocs ne se produisent pas. Et donc les modèles, si vous voulez, il faut toujours s'y fier, évidemment, mais il faut quand même avoir une intervention humaine, si je puis dire, par rapport à leurs résultats. Nous, on a la chance, si vous voulez, chez Coface, j'ai la chance de chapeauter une équipe d'une vingtaine d'économistes, dont la moitié étant dans des pays à l'étranger. J'ai une économiste brésilienne à Sao Paulo, une économiste turque à Istanbul. Ça leur permet d'avoir des remontées de terrain? Exactement. Donc c'est déjà des bons économistes qui, en plus, ont une flaveur un peu locale pour pouvoir faire leurs prévisions. Et puis à côté de ça, évidemment, on a des bases de données sur plus de 250 millions d'entreprises, qui nous permettent d'affiner un petit peu le diagnostic. C'est absolument merveilleux pour un économiste, si vous voulez, d'avoir ce type de données. Et c'est absolument indispensable pour un assureur crédit. On a frôlé l'an dernier en France les 70 000 défaillances d'entreprises. C'est une année record et vous avez publié une étude. Vous anticipez pour 2026 une augmentation des faillites de l'ordre de 3% dans le monde cette année. Pour quelles raisons? Alors les raisons, ce sont les mêmes, pour être tout à fait clair, que depuis ce qu'on observe depuis 2-3 ans, c'est-à-dire des pressions sur les marges opérationnelles et un service de la dette qui augmente, même si les taux ont baissé. Cette dette a été souscrite au cours des 10-15 dernières années par l'ensemble des agents à des taux qui étaient proches de zéro. Donc même si les taux baissent, les taux sont supérieurs aujourd'hui et les entreprises qui n'ont pas reconstitué leurs marges sont confrontées à des difficultés pour rembourser sa dette ou pour la rouler à des taux d'intérêt supérieurs. Dans l'ensemble, 3%, il y a beaucoup d'hétérogénéité, évidemment. Le gros de l'augmentation des défaillances est plutôt derrière nous, à part peut-être dans quelques pays. On prévoit une stabilisation légèrement haussière en France, plus 2%, et un peu plus de dynamisme outre-Atlantique, plus 4, plus 5%. Et vous présenterez ces prévisions officiellement la semaine prochaine? Oui, lors de notre colloque, notre grande conférence Risque Pays qui se tiendra mardi prochain, évidemment. Et vous y présenterez également une étude sur l'intelligence artificielle avec cette question: quels sont les métiers menacés par l'intelligence artificielle? David, je crois qu'on a intérêt à s'informer. Est-ce que vous et moi allons être remplacés par une IA? Je sais pas, on va pas ouvrir le débat maintenant parce qu'il faut que je lance d'autres choses. Je vous remercie, je vous dis de revenir à demain. On en reparlera pendant l'intercours, comme on disait quand on était au lycée. Merci à tous les deux. À suivre les coulisses de la politique, la classe politique inquiète des effets de l'affaire Epstein. Mais avant cela, Karine Dijoux. Et si on parlait français, nous sommes sur Radio Classique. Il est 7h22 et